Tu as sûrement déjà vu des films et lu des livres sur le voyage temporel. La plupart d'entre eux nous parlent d'une boîte futuriste dans laquelle on entre. Et en un clin d'œil, on se retrouve à une autre époque. Pour l'instant, il ne s'agit que de science-fiction, mais il existe des moyens de rendre le voyage dans le temps possible, du moins en théorie. C'est juste que la technologie n'est pas encore au point. Pour commencer, un voyage vers le futur pourrait être réalisé en voyageant à très grande vitesse. Mais pas seulement le genre de vitesse qui permette de récolter une contravention sur l'autoroute. La théorie de la relativité restreinte d'Einstein en est à l'origine. Elle explique que le temps ralentit pour les objets qui se déplacent à très grande vitesse. La bonne nouvelle, c'est que des scientifiques ont déjà éprouvé cette théorie et qu'elle semble prometteuse. Ils l'ont fait à l'aide de 2 horloges identiques. L'une a été placée dans un avion à réaction, tandis que l'autre est restée au sol. Ils ont constaté que l'horloge de l'avion tournait plus lentement que celle au sol en raison de la vitesse à laquelle il se déplaçait. Plus un objet se déplace rapidement, plus le temps ralentit pour lui. À l'heure actuelle, les vitesses les plus élevées atteintes par la technologie humaine sont observées dans un type spécial de particules, appelées les neutrinos. Certains d'entre eux peuvent se déplacer à une vitesse proche de celle de la lumière. À cette vitesse, une seconde pour eux équivaut à 11 mois pour nous. Nous pourrions également être en mesure de voyager dans le temps grâce à la gravité. Cette idée est également basée sur les découvertes d'Einstein, à savoir sa théorie de la relativité générale. Cette théorie explique que plus la gravité est forte, plus le temps passe lentement. Cela signifie que plus on se rapproche du centre de la Terre, plus la force de gravité augmente. Si l'on y réfléchit bien, le temps s'écoule en fait plus lentement pour les pieds que pour la tête. C'est pour ça que je suis toujours en retard. Bonne excuse. Cet effet a également été mesuré à l'aide de la même stratégie avec 2 horloges identiques. Les scientifiques les ont placées sur des étagères à des hauteurs différentes et ont mesuré la vitesse de leur tic-tac. L'horloge placée sur l'étagère la plus basse s'est égrenée plus lentement parce qu'elle subissait une gravité légèrement plus forte. Mais cette option présente un inconvénient. Pour pouvoir voyager dans un futur lointain, il faut trouver un endroit où la gravité est extrêmement forte, comme un trou noir. Il s'agit d'un point de l'espace où la gravité est si forte que même la lumière ne peut s'en échapper. La gravité y devient si intense que la matière est comprimée dans un espace minuscule. Plus on se rapproche d'un trou noir, plus le temps s'écoule lentement. Cependant, il est très dangereux de passer par un trou noir, principalement parce qu'il s'agit d'un aller simple. Une fois que tu en franchis les limites, tu ne peux plus revenir en arrière. Fait amusant, les systèmes GPS que nous utilisons sur nos téléphones et dans nos voitures doivent déjà tenir compte des effets de dilatation du temps pour fonctionner correctement. Cela est dû à la vitesse des satellites auxquels ils ont recours et à la gravité qui les affecte ici sur Terre. Sans ces corrections, le GPS de ton téléphone ne serait pas en mesure de te localiser très précisément. Quant à la 3e option, elle a moins à voir avec les forces inconnues de l'univers qu'avec notre propre corps. Les scientifiques tentent de trouver des moyens de voyager dans le temps en ralentissant nos processus corporels. Il ne s'agit pas d'un voyage dans le temps, à proprement parler. Techniquement, tu n'irais nulle part. Mais si ton corps reste immobile pendant une longue période, tu pourrais bien te réveiller dans le futur. Certains animaux, comme les ours et les écureuils, peuvent ralentir leur métabolisme pendant l'hibernation, ce qui signifie qu'ils n'ont pas besoin d'autant de nourriture et d'oxygène pour survivre. Des spécialistes tentent de déterminer si l'homme peut accomplir la même chose. Ils travaillent sur les moyens de faire entrer les gens en hibernation de courte durée, pendant quelques heures pour commencer. Cela pourrait également s'avérer utile en CA d'urgence médicale afin de stabiliser une personne avant qu'elle ne puisse se rendre à l'hôpital en toute sécurité. En 2005, des scientifiques ont réussi à ralentir le métabolisme de souris en les exposant à une petite quantité d'un gaz spécial. Cependant, lorsqu'ils ont essayé de faire la même chose avec des animaux plus grands, cela n'a pas fonctionné aussi efficacement. Notre 4e option pour voyager dans le temps est vraiment unique. Elle fait appel à un type particulier de raccourci qui pourrait exister dans notre univers, et qu'on appelle les trous de verre. Avant de poursuivre, essayons de comprendre de quoi il s'agit. Imagine 2 balles et un trampoline. Si aucune pression n'est exercée sur le trampoline, il reste plat. Imagine maintenant les 2 balles placées sur le trampoline de manière symétrique. Si tu les regardes sous cet angle, il est impossible qu'elles se touchent. Mais si tu exerces une pression suffisante sur le trampoline entre les 2 balles, ce textile souple peut s'étirer à tel point que les 2 objets pourraient potentiellement se toucher. La même chose se produit avec les étoiles dans différents systèmes stellaires. Elles sont suffisamment grandes pour que l'espace s'incurve autour d'elles. C'est pourquoi la plupart des planètes ont tendance à orbiter autour d'une étoile.
Le tunnel entre ces deux points serait un trou de verre. Ceci pourrait être utilisé pour parcourir de longues distances, comme 1 milliard d'années-lumière, ou même visiter des époques différentes. De nombreux scientifiques, comme le regretté Stephen Hawking, pensent que ces vortex peuvent apparaître et disparaître, mais qu'ils sont extrêmement petits, plus petits encore que des atomes. Le problème est que nous ne savons pas comment en attraper un et le rendre plus grand de façon à ce que les gens puissent l'utiliser. Cela nécessiterait beaucoup d'énergie et nous ne savons même pas si c'est possible. Certains astronomes affirment que même si nous pouvions trouver un trou de verre et y pénétrer, il s'effondrerait rapidement sur lui-même. La moindre masse supplémentaire, comme celle de notre corps par exemple, pourrait faire craquer le trou de verre, comme un élastique qu'on aurait trop étiré. La 5e solution pour voyager dans le temps a été proposée par un physicien américain du nom de Ron Mallett. Elle fait appel à une ressource dont nous sommes certains qu'elle abonde dans l'univers, la lumière. Ce chercheur a proposé une théorie sur le voyage temporel qui utiliserait un cylindre de lumière en rotation. Il pense que si l'on dépose un objet à l'intérieur de ce cylindre tourbillonnant, il pourra être déplacé à la fois dans l'espace et dans le temps, de la même manière qu'une bulle se déplace lorsqu'on la fait tourner avec une cuillère dans son café. Selon Mallett, une forme adéquate du cylindre pourrait permettre de voyager à la fois dans le passé et dans le futur. Le physicien a tenté de collecter des fonds pour réaliser une expérience destinée à vérifier sa théorie. Cette expérience consiste à faire tomber de minuscules particules, les neutrons, à travers un arrangement circulaire de laser en rotation. Cependant, d'autres scientifiques affirment que la théorie de Mallett est irréalisable et qu'il n'est pas nécessaire de la tester outre mesure. Même si nous parvenions à trouver un moyen de voyager dans le passé ou dans le futur, cela se ferait-il sans danger ? Les experts évoquent depuis longtemps un problème appelé paradoxe du voyage temporel. La principale question est de savoir ce qui se passerait si l'on remontait le temps et que l'on faisait quelque chose qui changerait l'avenir. Toutefois, une nouvelle étude réalisée par des chercheurs de l'Université du Queensland indique que ce problème n'est peut-être pas si concret. Les scientifiques ont procédé à quelques calculs et ont découvert que même si tu avais changé quelque chose dans le passé, notre ligne temporelle finirait toujours de la même manière. Une autre variante de ce problème est appelée le paradoxe du grand-père. Imagine que tu remontes le temps et que tu empêches ton propre grand-père d'avoir une descendance. À bien y réfléchir, cela signifie automatiquement que tu ne devrais même pas exister en premier lieu. Si tes grands-parents n'ont pas eu tes parents, comment peux-tu être venu au monde après tout ? Aujourd'hui, les scientifiques sont certains que même si tu vivais une telle expérience, tu existerais toujours dans le présent. C'est parce que la chronologie qui existe déjà a une façon de s'ajuster, indépendamment de l'endroit où les gens se trouvent dans le temps et de ce qu'ils y font. Ou alors, il faut avoir une puissance de 1,21 gigawatts et une DeLorean sous la main, et faire comme Marty McFly, voire Retour vers le futur. Chaque jour, la Terre baigne dans la lumière du soleil. Chaque jour, nous allumons et éteignons différentes sources de lumière, mécaniquement, sans même y penser. Mais imaginez qu'un jour vous éteignez la lumière, vous vous endormez, et vous vous réveillez dans une toute autre époque. Voyons comment cela peut se produire, et quel est le rapport avec la lumière. La physique quantique est assez folle. La physique classique est comme un film projeté du début à la fin, tandis que le monde quantique est comme la possibilité de prendre la télécommande et de manipuler les scènes que vous regardez, fascinant et mystérieux. Supposons que vous ayez un interrupteur ordinaire qui peut être soit allumé, soit éteint. C'est comme un bit ordinaire dans les ordinateurs, qui peut se trouver dans l'un des deux états suivants, 0 ou 1. Mais dans les ordinateurs quantiques, il existe un type d'interrupteur particulier appelé qubit. Contrairement aux bits ordinaires, un qubit peut exister dans plusieurs états en même temps. Il peut être à la fois 0, 1 et tout. Ce qui se trouve entre les deux, c'est donc comme si la lumière pouvait être simultanément allumée et éteinte. Oui, les règles de notre univers sont bizarres. Cette propriété mystérieuse appelée superposition nous a récemment permis de réaliser une chose incroyable, remonter le temps, du moins dans le cadre d'une petite expérience avec des ordinateurs quantiques. Nous sommes à l'automne 2022. Deux groupes de scientifiques, l'un d'Oxford et l'autre de Vienne, ont décidé de mener une expérience étrange. Ils ont joué avec un ordinateur quantique pour créer un programme qui inverse le temps. Ils ont pris un minuscule électron et ont essayé de le faire reculer dans le temps pendant une fraction de seconde. Un peu comme si, après avoir brisé votre triangle de boules au billard et être passé de l'ordre au chaos, tout le processus s'inversait comme par magie. Mais ne vous réjouissez pas trop vite.
nous ne sommes malheureusement pas sûrs qu'il soit possible de remonter le temps dans la vie réelle. En faisant quelques calculs, les scientifiques ont découvert que si nous observions sans cligner 10 milliards d'électrons localisés pendant toute la durée de l'univers, nous ne verrions un tel phénomène se produire qu'une seule fois. Et nous parlons ici d'une toute petite fraction de seconde et d'un seul électron. Ils n'ont donc pas inventé de machine à remonter le temps. Ils ont simplement réussi à créer une simulation avec des ordinateurs quantiques. Il y a aussi un autre problème. Plus la simulation est grande, plus elle est complexe et moins elle est précise. Dans notre expérience, nous n'avons utilisé qu'un seul qubit et nous avons réussi à inverser le temps. Dans une configuration à 2 qubits, les scientifiques n'ont pu inverser le temps que dans 85% des CA. Dans une configuration à 3 qubits, ce pourcentage est tombé à 50%, avec davantage d'erreurs. Si nous continuons à ajouter des qubits, nous n'y arriverons plus du tout. En outre, le succès dépend de la quantité d'informations que le système peut stocker. Par exemple, la téléportation d'une personne serait presque impossible parce que les humains contiennent énormément d'informations. Hélas, nous n'avons donc pas encore de machine à voyager dans le temps. Mais cette découverte peut avoir quelques applications. L'inversion de l'état des qubits dans un processeur quantique peut permettre de corriger les erreurs pendant le développement. Un petit CTRL-Z, mais dans la vraie vie. Cela représente ainsi un tout petit pas vers d'autres découvertes passionnantes. Par exemple, ils ont récemment démontré une autre chose plutôt folle. On peut envoyer la lumière elle-même dans le passé. La lumière n'est pas faite que pour éclairer. Elle a des super pouvoirs que nous ne pouvons même pas imaginer. Les Grecs de l'Antiquité pensaient que nos yeux émettaient des rayons visionnaires. Isaac Newton leur a donné tort des centaines d'années plus tard lorsqu'il a mené ses expériences sur les prismes. Un prisme décompose la lumière blanche pure en une magnifique palette. C'est ainsi que nous avons découvert que la lumière se compose en réalité de tout un tas de couleurs différentes. Le temps passant, les scientifiques ont appris autre chose encore, que la lumière est une onde. Plus tard encore, au XXe siècle, nous avons découvert un grand paradoxe. La lumière est à la fois onde et particule. Une double existence en un seul photon. Et plus nous en apprenons sur la lumière, plus nous découvrons de choses insensées. En 2016, des scientifiques ont réussi à figer la lumière dans le temps. Ils ont placé des photons, les plus petites particules de lumière, dans des nuages atomiques ultra froids, et ils ont réussi à l'arrêter, mais pour un instant seulement. Toutefois, le fait qu'une telle chose soit possible est déjà incroyable. Les scientifiques ont alors fait preuve d'encore plus d'audace. Ils ont décidé d'essayer non seulement de figer la lumière, mais aussi de modifier sa direction dans le temps. Ils ont pris un cristal spécial et ont fait passer un photon à travers, déclenchant ce que l'on appelle l'inversion quantique du temps. Résultat, le photon s'est mis à se déplacer à la fois vers le futur et vers le passé. Derrière ce phénomène, on trouve 2 principes quantiques, la superposition et la symétrie quantique. Nous avons déjà mentionné le premier, qui permet à de minuscules particules d'exister dans plusieurs états à la fois. Le second principe stipule que même si vous retournez les particules comme dans un miroir, elles suivront toujours les mêmes lois. En combinant ces principes, les scientifiques ont créé un photon qui défie la marche habituelle du temps. Mais là encore, pas de manière très complexe. Ce retournement temporel ne fonctionne que pour des particules spécifiques, pas pour des êtres humains. Et même s'il fonctionnait pour nous, rembobiner une personne ne serait-ce que d'une seconde prendrait énormément de temps et d'énergie. Mais le fait que nous puissions modifier la vitesse de la lumière et la faire changer de direction est déjà étonnant. Les scientifiques y voient déjà quelques applications possibles. Par exemple, des chercheurs de Harvard ont suggéré une façon géniale de déplacer les engins spatiaux à la vitesse de la lumière, en les accrochant à des supernovas. En général, voyager vers les étoiles nécessite une quantité d'énergie folle, mais ces scientifiques ont une idée extraordinaire. Ils pensent que les vaisseaux spatiaux pourraient utiliser des éléments naturels, comme les étoiles hypervéloces et les météores provenant de supernovas, pour atteindre des vitesses ultra rapides. Un peu comme les voiliers se servent du vent pour avancer. Les civilisations du futur pourraient utiliser ces bouffées d'énergie pour accélérer leurs vaisseaux. Imaginez un engin spatial équipé de voiles solaires ou magnétiques qui exploiterait la puissance d'explosion d'une supernova. Ces voiles pourraient utiliser la pression du rayonnement solaire pour fonctionner, de sorte que nous n'aurions plus besoin de moteurs traditionnels ni de carburant. De plus, ces engins à voiles seraient beaucoup plus légers et moins chers à lancer dans l'espace que les vaisseaux spatiaux classiques. Une équipe travaille déjà sur une voile accélérée par des lasers qui pourrait atteindre 20% de la vitesse de la lumière. Cela peut sembler peu, mais c'est en fait une vitesse folle. Leur rêve est d'aider l'humanité à effectuer un voyage rapide vers Alpha Centauri, en seulement 2 décennies. N'est-il pas étonnant de voir tout ce que l'on peut faire avec la lumière ?
et pas seulement dans notre imagination, passons à des réalisations plus pratiques. Récemment, une entreprise canadienne de camouflage, Hyperstealth Biotechnology Corporation, a fabriqué une véritable cape d'invisibilité. Cette cape magique n'a besoin d'aucune source d'énergie, est aussi fine que du papier et ne vous ruinera pas. Hyperstealth envisage un monde où ce matériau pourrait masquer des personnes, des véhicules, des vaisseaux, des engins spatiaux et même des bâtiments entiers. Il s'agit encore d'un prototype, mais il fonctionne déjà très bien. Ils ont baptisé cette technologie la furtivité quantique. La lumière est courbée de manière à faire disparaître les objets. On peut ainsi dissimuler des objets non seulement dans le spectre visible, mais aussi dans l'ultraviolet, l'infrarouge à ondes courtes, et pour faire bonne mesure dans le spectre thermique. Cette technologie fonctionne grâce à une lentille lenticulaire, une feuille ondulée dotée de lentilles convexes. Lorsqu'elles sont empilées d'une manière spécifique, ces lentilles réfractent la lumière à différents angles, créant des taches qui bloquent la lumière et dissimulent l'objet. Malheureusement, cela ne permet pas d'obtenir un effet d'invisibilité totale. Mais peut-être qu'un jour nous y parviendrons. Continuons à y travailler. La cape donne l'impression qu'une vitre sale ou floue se tient devant celui qui regarde, mais l'objet qu'elle recouvre n'est plus visible. Et si vous placez ce voile devant votre corps, on aura l'impression que vous n'êtes qu'une tête qui flotte. Le progrès scientifique bat son plein. Peut-être qu'un jour, nous pourrons inverser le temps non seulement pour les petites particules de lumière, mais aussi pour des êtres humains entiers. En attendant, profitons de nos capes d'invisibilité et restons curieux. L'incident de Roswell désigne un ensemble d'événements et de récits mythiques entourant la chute d'un objet inconnu en 1947. Peu après la découverte de débris composés de caoutchouc et de métal par le personnel de la base aérienne de Roswell, l'armée américaine a déclaré avoir récupéré ce qu'elle a qualifié de « disque volant ». Cependant, cette annonce, qui avait rapidement fait la une des journaux internationaux, a été démentie dès le lendemain. L'armée a alors affirmé qu'il ne s'agissait en réalité que d'un simple ballon météorologique. En 1978, un officier retraité de l'US Air Force a néanmoins révélé que cette explication était en fait une couverture. Selon lui, les débris auraient eu une origine extraterrestre, ouvrant ainsi la porte à de nombreuses spéculations. La spéculation a gagné en popularité avec le livre The Roswell Incident, publié en 1980. Il a nourri des théories du complot sur les ovnis, devenant au fil du temps de plus en plus complexes et contradictoires. L'incident a été élargi pour inclure des accusations de dissimulation de preuves sur des civilisations extraterrestres, plusieurs soucoupes volantes écrasées, des corps d'extraterrestres et même la rétro-ingénierie de leur technologie. Cependant, aucune de ces affirmations ne repose sur des preuves concrètes. Malgré l'absence de preuves, de nombreux partisans des théories sur les ovnis continuent d'affirmer que les débris de Roswell proviennent d'un vaisseau écrasé et accusent les autorités d'avoir orchestré une vaste opération de dissimulation. Cette narration conspirationniste s'est depuis ancrée dans l'imaginaire collectif, apparaissant régulièrement dans les films, la littérature de science-fiction et les séries télévisées. Ce n'est donc pas un hasard si Roswell s'est imposé comme une destination incontournable pour le tourisme lié aux ovnis. Mais que s'est-il réellement passé dans cette région? L'explication initiale du gouvernement, évoquant un ballon météorologique, était effectivement mensongère. En 1994, l'armée de l'air a admis que les débris provenaient en réalité d'un ballon américain utilisé pour des opérations de surveillance. Cet appareil faisait partie du projet Mogul, une initiative visant à détecter les tests nucléaires potentiels effectués par d'autres nations. En 1997, un rapport de l'armée de l'air intitulé « Le rapport Roswell, affaire classée » a avancé que les récits sur escorts extraterrestres pourraient s'expliquer par des témoins civils ayant observé des mannequins utilisés pour des tests de parachute. Ce rapport suggérait également que ces témoins auraient mélangé plusieurs événements dans leurs souvenirs. Les matériaux du projet Mogul, les crashs de mannequins et d'autres incidents survenus dans la région. Pour de nombreux adeptes des théories sur les ovnis, ces explications furent aperçues comme une tentative des autorités de masquer leurs interactions avec des civilisations extraterrestres. En 1947, en plein engouement pour les soucoupes volantes, les témoignages sur des objets étranges dans le ciel étaient nombreux, beaucoup affirmant qu'il s'agissait de vaisseaux pilotés par des extraterrestres. C'est dans ce climat d'effervescence qu'un éleveur découvrit des débris atypiques près de Roswell, au Nouveau-Mexique. Ces débris incluaient notamment du papier d'aluminium, des tiges et des bandes de caoutchouc. Un mois plus tard, il apporta ces éléments au shérif local, qui contacta la base aérienne de Roswell. Les militaires récupérèrent les débris et diffusèrent un communiqué de presse surprenant.
affirmant avoir trouvé un disque volant dans un ranch de la région. Les raisons d'une telle déclaration restèrent obscures. Le Roswell Daily Record relaya immédiatement cette annonce et publia le 8 juillet un article intitulé « L'US Air Force récupère une soucoupe volante dans une ferme de la région de Roswell ». Toutefois, l'armée rétracta rapidement ces affirmations, déclarant qu'il s'agissait simplement d'un ballon météorologique équipé d'une cible radar, un dispositif ressemblant à un cerf-volant constitué de papier métallisé et de bois de balsa. Cette nouvelle version fut relayée par le Roswell Morning Dispatch dans un article intitulé « L'armée dément le disque volant de Roswell », tandis que le monde entier frémit d'excitation. C'était l'année 1952. L'Amérique fut soudain prise de la fièvre des soucoupes volantes. Une série d'étranges apparitions fut signalée dans le ciel au-dessus de Washington, la capitale. Étaient-ce des échos radars inexpliqués, des avions non identifiés, ou quelque chose de bien plus extraordinaire? Les observations d'OVNI à Washington au cours de l'été 1952 sont connues sous le nom de Big Flap. Mais tout a commencé en 1947, lorsqu'un pilote de recherche et de sauvetage a signalé 9 engins ressemblant à des soucoupes qui volaient, comme des oies, en diagonale. Leur vitesse dépassait selon lui les 1600 km/h. En l'espace de quelques semaines, des observations de soucoupes volantes ont été signalées dans 40 autres États. Plus tard, des explications ont été trouvées. Les observations étaient soit des canulars, soit des erreurs d'identification d'avions ou de phénomènes naturels connus. Mais quelques cas sont restés inexpliqués. En 1952, l'unité d'enquête sur les ovnis, appelée Project Blue Book, a été créée. Elle était dirigée par le capitaine Edward Ruppelt. Lui et son équipe auraient continué à enquêter sur quelques douzaines d'observations par mois si le magazine Life n'avait pas publié, en avril 1952, un titre accrocheur, « Les soucoupes interplanétaires confirmées ». L'article était assez convaincant. Il parlait de 10 incidents d'ovnis inexpliqués et affirmait que ces objets volants étaient d'origine extraterrestre. Selon le Washington Post, après la parution de l'article, le nombre d'observations d'OVNI a plus que sextuplé, passant de 23 en mars 1952 à 148 en juin. En juillet, la folie des ovnis battait son plein. Il ne manquait plus qu'une étincelle. Elle se produisit avant minuit, le samedi 19 juillet 1952. Un contrôleur aérien de l'aéroport national de Washington repéra 7 objets se déplaçant lentement sur son écran radar. Ils étaient loin de toute trajectoire de vol civil ou militaire. Il appela son supérieur et plaisanta, parlant d'une flotte de soucoupes volantes. Simultanément, 2 autres contrôleurs aériens de l'aéroport national repérèrent une étrange lumière brillante qui flottait au loin. Elle s'éloigna soudain à une vitesse vertigineuse. À la base aérienne d'Andrews, située à proximité, les opérateurs radars détectèrent les mêmes signaux non identifiés. Tout d'abord lents et groupés, ils s'éloignèrent ensuite à une vitesse supérieure à 11 000 km/h. Un contrôleur d'Andrews regarda par la fenêtre de sa tour et aperçut quelque chose qu'il décrivit plus tard comme une boule de feu orange pourvue d'une queue. Un pilote commercial, qui survolait la Virginie et la région de Washington, vit quant à lui 6 lumières brillantes ressemblant à des étoiles filantes. 2 avions à réaction furent envoyés à la recherche des ovnis, mais à chaque fois qu'ils s'approchèrent des endroits indiqués sur les écrans radars, les étranges signaux disparaissaient. À l'aube du 20 juillet, les objets avaient complètement disparu. Ruppelt, l'enquêteur principal du projet Blue Book, découvrit ces observations quelques jours plus tard, après s'être rendu à Washington et avoir lu des articles de presse. Il essaya de se rendre sur place afin d'interroger les opérateurs radars et les contrôleurs aériens, mais il ne fut pas autorisé à prendre sa voiture officielle. Il dut rentrer chez lui les mains vides. Quelques jours plus tard, les ovnis étaient de retour au-dessus de la capitale. Les mêmes signaux radars reparaissaient. Les opérateurs se demandaient si cette douzaine d'objets n'était pas due à une inversion de température. Il s'agit d'un phénomène courant durant les mois d'été chauds et torrides de Washington. Il se produit lorsqu'une couche d'air chaud se forme dans la basse atmosphère. Elle emprisonne l'air plus frais qui se trouve en dessous. Quand ça arrive, les signaux radars peuvent rebondir sur la couche à des angles peu élevés et donner l'impression d'objets proches du sol dans le ciel. Par mesure de sécurité, 2 autres avions furent envoyés à la poursuite des cibles non identifiées.
Les appareils se dirigèrent vers un endroit indiqué par le radar, mais les signaux disparurent. Finalement, l'un des pilotes aperçut une lumière brillante au loin et se lança à sa poursuite. Mais malgré avoir atteint sa vitesse maximale, il ne réussit pas à rattraper les lumières. Lors d'une conférence de presse, les représentants de l'armée de l'air proposèrent au public les seules explications dont ils disposaient, à savoir la théorie de l'inversion de température. Par la suite, le nombre d'observations d'OVNI passa de 50 à 10 par jour. L'un des indices les plus intrigants suggérant la possible visite d'une civilisation extraterrestre sur Terre pourrait bien être l'événement connu sous le nom de bataille spatiale de Nuremberg, survenu le 4 avril 1561. Cependant, les sources historiques divergent quant à la date exacte, certaines mentionnant 1561 et d'autres 1566. Les réinterprétations de cet épisode se fondent principalement sur une gravure sur bois et un résumé succinct des faits rapportés. L'attention se concentre presque exclusivement sur les supposés vaisseaux spatiaux détruits et leur affrontement dans les cieux. La narration, presque unanimement reprise, raconte que les habitants de Nuremberg auraient observé, à l'aube d'un jour d'avril, un phénomène céleste saisissant, évoquant une véritable bataille spatiale. Le récit semble encore plus convaincant lorsque l'on évoque la durée des combats entre certains objets, suivi de l'écrasement de quelques-uns d'entre eux. La gravure illustre cette scène. Des sphères et des croix s'affrontant, une gigantesque flèche, des structures tubulaires étranges et des engins tombant au sol. Une représentation qui pourrait laisser croire à une confrontation cosmique spectaculaire. Pour renforcer l'authenticité du témoignage, il est utile de rappeler que Hans Glaser, l'auteur de cette gravure sur bois, est une figure historique avérée. Son œuvre correspond effectivement à l'époque et au lieu mentionné, ce qui exclut l'idée d'un simple faux. La gravure illustre par ailleurs un événement réel, observé par des témoins oculaires de l'époque. Ces éléments donnent à première vue l'impression d'une preuve solide d'un contact extraterrestre. Mais ne vous faites pas trop d'illusions. Une analyse superficielle pourrait suggérer une intervention extraterrestre, mais l'explication la plus probable se révèle bien plus terre-à-terre. Ce que l'on appelle aujourd'hui la bataille des ovnis de Nuremberg de 1561 correspond en fait à un phénomène atmosphérique connu sous le nom de parélie. Un parélie se manifeste sous la forme d'une tache lumineuse concentrée, parfois visible à droite ou à gauche du Soleil, voire des deux côtés simultanément. Ces phénomènes apparaissent souvent comme une paire de points lumineux légèrement colorés, situés à la même hauteur sur l'horizon que le Soleil. Leur apparence peut varier, allant de simples taches colorées à des sources de lumière si intenses qu'elles semblent ajouter 2 soleils supplémentaires dans le ciel. Leur aspect singulier peut donner l'impression qu'un événement effrayant ou d'origine extraterrestre se déroule dans le ciel. Pourtant, ce phénomène résulte simplement des propriétés de l'atmosphère terrestre. Les cristaux de glace présents dans les couches supérieures de l'atmosphère agissent comme des prismes ou des miroirs naturels, modifiant la trajectoire de la lumière du Soleil ou de la Lune. Une illustration du phénomène peut vous aider à mieux le comprendre. À l'époque, Nuremberg présentait apparemment les conditions idéales pour observer un parélie. En examinant les représentations historiques de cet événement et en les comparant aux photographies et vidéos modernes de parélie, il devient rapidement évident que cette explication est bien plus plausible qu'une hypothétique visite de l'Empire galactique. La preuve en est dans les descriptions traduites de l'époque et dans la gravure sur bois qui relate cet événement. Selon le témoignage, le Soleil apparut d'abord, accompagné de 2 arcs semi-circulaires d'une teinte rouge sang, semblables à une lune décroissante traversant le Soleil. Autour de celui-ci, au-dessus, en dessous et sur les côtés, se trouvaient des orbes écarlates, parfois bleutées ou couleur fer, ainsi que des formes noires. Regardez maintenant une photo moderne d'un parélie. On y distingue un halo entourant un orbe rouge. Et si un parélie présente un orbe rouge, il est plausible que d'autres orbes, aux teintes variées, apparaissent lors d'événements similaires. N'oublions pas que les parélies agissent comme des prismes naturels, ce qui explique pourquoi la lumière réfléchie peut révéler une large gamme de couleurs. En considérant les arcs mentionnés plus tôt, ceux-ci pourraient en réalité correspondre à des halos. Par exemple, un halo solaire peut vaguement ressembler à une plaque et semble parfois relié à d'autres halos similaires. En effet, des témoins ont rapporté avoir observé des halos accompagnés de cercles lumineux. Certains de ces cercles pourraient même avoir pris la forme de croix. En visionnant des vidéos contemporaines de parélie,
on pourrait noter que les cercles lumineux apparaissent dans des teintes semblables à celles du Soleil. Toutefois, comme l'événement de Nuremberg s'est déroulé entre 4 et 5 heures du matin, les nuages et le Soleil pouvaient alors projeter des couleurs rougeâtres ou orangées. Quant à ce combat céleste, il pourrait s'expliquer par de légers déplacements des formes lumineuses, altérées par les mouvements du Soleil, ce qui aurait pu donner l'illusion qu'une figure en repoussait d'autres sur son passage. Pensez-vous que cette explication scientifique soit convaincante, ou préférez-vous croire que notre planète a reçu la visite d'extraterrestres venus d'une galaxie lointaine? N'hésitez pas à partager votre opinion dans les commentaires. Selon la théorie de la panspermie, la vie pourrait avoir été transportée sur Terre par des météorites, des comètes ou des astéroïdes originaires d'autres parties de l'univers. Bien que cette hypothèse demeure pour l'instant une spéculation, il est intéressant de se demander si elle pourrait s'avérer véridique. Traditionnellement, les exobiologistes, spécialisés dans la recherche de la vie au-delà de notre planète, ont privilégié l'exploration de Mars ou des océans souterrains des lunes gelées de Saturne et de Jupiter. Toutefois, la vie primitive pourrait être bien plus largement répandue. En effet, des formes de vie pourraient être en transit à travers l'espace interplanétaire en ce moment même, sous forme de spores ou de bactéries en état de dormance. Plusieurs chercheurs ont soulevé l'observation que l'environnement extrême de l'espace pourrait endommager gravement l'ADN et l'ARN des spores ou micro-organismes. D'autres suggèrent que, si une quantité suffisante de microbes se trouve propulsée dans un nuage de poussière cosmique, certains d'entre eux pourraient parvenir à survivre sous leur forme originelle. Il existerait différents types de panspermie. Par exemple, la lithopanspermie avance que des formes de vie microbienne pourraient se trouver dans les débris résultant des collisions entre planètes, comètes et astéroïdes envoyés dans l'espace. Quant à la radiopanspermie, elle postule que des organismes pourraient voyager à travers l'espace grâce aux radiations émises par les étoiles. Cependant, cette théorie soulève des interrogations sur la manière dont les rayons X et ultraviolets, associés au vide spatial, pourraient ne pas détruire totalement ces micro-organismes. Une autre version, la pseudopanspermie, soutient que les éléments organiques constitutifs de la vie se formeraient dans les nuages interstellaires de poussière, et seraient ensuite transportés vers les surfaces planétaires, où la vie pourrait émerger. Cela suscite un véritable intérêt, mais existe-t-il des preuves concrètes à l'appui de la théorie de la panspermie? En réalité, plusieurs expériences orbitales ont été menées. Par exemple, entre 2008 et 2016, des échantillons recueillis par Expose, un dispositif spécialisé, monté à l'extérieur de la Station spatiale internationale et dédié à l'étude de l'astrobiologie, ont été exposés aux conditions extrêmes de l'espace, avant d'être ramenés sur Terre. On a observé que certains de ces échantillons avaient résisté à ces conditions extrêmes. Dans un cas particulier, toutes les spores bactériennes exposées à un environnement simulant les conditions martiennes ont survécu. En outre, certaines graines ont également résisté et ont été cultivées avec succès une fois de retour sur Terre. Des expériences ExoStack ont également été menées sur le satellite américain Long Duration Exposure Facility, et des études BioPan ont été réalisées à bord des capsules russes Photon. Ces expériences ont démontré que, même avec une protection minimale, des spores, des lichens, et même des organismes tels que les tardigrades, seraient capables de survivre dans l'espace pendant plusieurs années. En 1969, la mission Apollo 12 a rapporté sur Terre un fragment de l'atterrisseur lunaire Surveyor 3. À la grande surprise des chercheurs, ce fragment contenait une bactérie terrestre qui avait survécu plus de 2 ans à la surface lunaire, sans protection et dans un environnement sans air. Mais il est également possible que cette bactérie soit le résultat d'une contamination en laboratoire lors de son retour sur Terre. En 1969, la mission Apollo 12 a rapporté sur Terre un fragment de l'atterrisseur lunaire Surveyor 3. À la grande surprise des chercheurs, ce fragment contenait une bactérie terrestre qui avait survécu plus de 2 ans à la surface lunaire, sans protection et dans un environnement sans air. Mais il est également possible que cette bactérie soit le résultat d'une contamination en laboratoire lors de son retour sur Terre. L'Organisation indienne de recherche spatiale a également mené des études sur les micro-organismes spatiaux en réalisant des vols en ballon à des altitudes stratosphériques. Les résultats ont montré la présence de cellules interplanétaires vivantes dans des échantillons d'air prélevés à plus de 40 km d'altitude. Étant donné que l'air des couches inférieures de l'atmosphère ne peut normalement pas atteindre une telle hauteur, cette découverte semblait soutenir la théorie de la panspermie. Cependant, en 2010, des prélèvements atmosphériques effectués par la NASA avant et après les ouragans
ont démontré que, dans certaines conditions, des bactéries terrestres pouvaient effectivement être transportées dans les couches supérieures de l'atmosphère. De nombreux chercheurs estiment que seule la présence d'astronautes sur des surfaces comme celle de Mars, Europe ou Encelade pourrait réellement répondre à la question de la vie dans le système solaire. Ces explorateurs seraient en mesure de comparer toute forme de vie découverte avec celle que l'on connaît sur Terre, ce qui constituerait un test décisif pour la théorie de la panspermie. Toutefois, tant qu'aucune sonde n'apportera de preuves de la présence de vie venue de l'espace, cette théorie restera spéculative. Le temps ne serait qu'un tour de prestidigitation. Ah oui, nous sommes habitués à ce que le temps file comme une voiture, toujours tournée vers l'avenir. Il crée des causes et des effets, alignant les événements les uns après les autres, comme des dominos. Parfois, il s'étire et devient si lent qu'on a l'impression qu'il va s'arrêter. Il est concentré sur le moment présent, car c'est le seul qui compte vraiment. Mais il existe une nouvelle théorie. Il se pourrait qu'il n'existe pas du tout. Nous pensons généralement que l'espace a 3 dimensions, le haut et le bas, la gauche et la droite, l'avant et l'arrière. Et tout le monde pensait que le temps était une chose à part, juste une horloge universelle qui fait tic-tac en arrière-plan, et qui est la même pour tout le monde. C'est alors qu'Einstein est apparu. Il a décidé de surprendre les gens en 1905, en introduisant sa théorie de la relativité restreinte. Selon cette théorie, le temps est lui aussi une dimension, au même titre que les autres, et elles sont toutes liées dans un seul et même espace-temps. Sur cette base, il s'est avéré que le temps peut changer en fonction de la vitesse à laquelle vous vous déplacez. Imaginons maintenant 2 jumeaux. Le jumeau A reste sur Terre, le jumeau B part dans l'espace à bord d'un vaisseau spatial, se déplaçant à une vitesse proche de la vitesse de la lumière, disons 90% de la vitesse de la lumière. Le jumeau B voyage jusqu'à une étoile lointaine, puis revient sur Terre. Pour le jumeau B, le voyage semble n'avoir duré que quelques années. Mais quand il revient sur Terre, il s'avère que le jumeau A beaucoup plus vieilli. Il découvre que 20, 30 ans, voire plus, se sont écoulés sur Terre. Tout cela est dû à un phénomène appelé dilatation temporelle. Ce phénomène se produit lorsque nous atteignons des vitesses proches de celles de la lumière, ce qui a pour effet de ralentir le temps pour le voyageur par rapport à quelqu'un qui reste au même endroit. 10 ans plus tard, Einstein a proposé sa théorie de la relativité générale. C'est alors que nous avons appris que le temps change non seulement en fonction de notre vitesse, mais aussi en fonction de la gravité. À l'époque, Newton pensait que la gravité était une force magique qui faisait que les objets s'attiraient les uns les autres. Mais selon la théorie d'Einstein, il ne s'agit pas d'une force, mais plutôt d'un effet secondaire. Imaginez l'espace comme un immense morceau de tissu. Lorsque vous lancez une balle lourde sur un tissu, celui-ci se courbe. Maintenant, si vous lancez de petites balles tout autour, elles s'approcheront naturellement de la balle lourde. De la même manière, les objets massifs tels que les étoiles et les planètes font s'incurver l'espace-temps autour d'eux. Lorsqu'un objet très lourd se trouve dans l'espace-temps, la matière s'incurve autour de lui. Cette courbure indique aux objets comment ils doivent se déplacer. C'est ce que nous appelons la gravité. Cette idée a donné lieu à toutes sortes de prédictions intéressantes qui se sont avérées exactes par la suite. Courbure de la lumière sous l'effet de la gravité, trous noirs et dilatation du temps autour de ces trous noirs, comme dans le film Interstellar. Cette théorie a révolutionné notre vision des choses. Mais nous sommes peut-être à l'aube d'une autre révolution. Certains philosophes ont une idée folle. Ils affirment que les choses que nous croyons au sujet du temps ne sont que des idées dans notre tête, et non des faits du monde physique. Cette idée, qui rompt avec la vision traditionnelle du temps, est appelée univers-bloc. Elle s'appuie sur la théorie de la relativité d'Einstein, mais en la prolongeant et en la compliquant. Imaginez l'univers comme un énorme sandwich. Ce sandwich contient tous les moments du temps, passé, présent et futur, en même temps. Chaque couche ou tranche du sandwich représente un moment différent dans le temps. Et toutes ces couches existent simultanément et non les unes après les autres. Dans ce modèle de notre monde, le passé, le présent et le futur sont tous égaux. Contrairement à notre expérience quotidienne, où le passé n'existe plus, où le futur n'a pas encore eu lieu et où seul le présent est réel, l'univers bloc dit que chaque point dans le temps est aussi réel que n'importe quel autre point. Imaginez, votre naissance, le moment présent et ce que vous ferez dans 10 ans existent tous ensemble dans ce bloc. Selon cette théorie, il n'y a pas vraiment de flux temporel.
Nous sommes habitués à ce que le temps s'écoule d'un moment à l'autre, même avec la théorie d'Einstein. Mais dans l'univers bloc, l'impression que le temps s'écoule tient davantage à la façon dont nous vivons les événements et dont nous nous en souvenons qu'à la façon dont le temps lui-même fonctionne. C'est comme lire un livre magique. Toutes les pages existent en même temps, mais vous ne pouvez vivre l'histoire que page par page. Cela implique des choses effrayantes, comme le destin, et la question de savoir si le libre arbitre existe réellement. Si tout est déjà prévu, ce que nous faisons a-t-il de l'importance? Par exemple, le fait que vous ayez cliqué sur cette vidéo était déjà prédéterminé dans l'univers bloc. Chaque choix que vous avez jamais fait était une illusion. Vous n'êtes qu'un programme qui suit un code, mais qui est capable d'en comprendre les conséquences. Cela expliquerait pourquoi nous commandons de la malbouffe à minuit tout en sachant que c'est une mauvaise idée et que nous allons nous en mordre les doigts. Mais certains scientifiques affirment que l'écoulement et la direction du temps sont on ne peut plus réels, car la cause et l'effet existent bien. Si votre naissance, votre moment présent et votre futur grisonnant existaient tous en même temps, vous seriez en mesure de visiter votre passé à tout moment et sauriez déjà à quoi ressemble votre avenir. Il se pourrait donc que tout ce débat porte en réalité simplement sur la manière dont nous reconstituons nos histoires passées et non sur la preuve improbable que l'avenir est déjà tout fait. Il existe également une bataille sans fin entre la relativité générale et la mécanique quantique, qui ne fait qu'ajouter du piment au débat. D'un côté, la relativité générale joue avec le temps, comme s'il s'agissait d'une pâte à modeler extensible. L'écoulement du temps peut s'étirer ou se comprimer en fonction de la vitesse ou de la gravité. D'autre part, en mécanique quantique, le temps n'est pas quelque chose qui peut être manipulé ou modifié. C'est une scène permanente sur laquelle agissent les particules et les forces de l'univers. Ces deux domaines s'affrontent depuis longtemps, et les scientifiques s'efforcent de les réunir en une théorie cohérente de tout ce qui existe. Certains tentent même de les fusionner de manière logique, comme avec la théorie des cordes. La théorie des cordes peut sembler effrayante, mais elle dit simplement que l'univers entier, avec toutes ses particules et tous ses atomes, est constitué de cordes vibratoires extrêmement ténues. Chaque corde peut vibrer de différentes manières, comme les cordes d'une guitare, et dans de nombreuses dimensions. La façon dont ces cordes vibrent détermine le type de particules qu'elles formeront, comme un électron ou un quark. Une autre théorie, appelée gravitation quantique à boucles, affirme que l'espace et le temps sont constitués de minuscules boucles. Qu'il s'agisse de cordes ou de boucles, elles seraient malheureusement si minuscules que nous ne disposons pas encore d'un équipement suffisamment puissant pour les observer. Par conséquent, tant que nous n'aurons pas testé ces théories, elles ne pourront pas être prouvées. Ce qui est intéressant, c'est que ces deux idées n'ont pas vraiment besoin du temps pour expliquer le fonctionnement de l'univers. Nous considérons que des objets comme les tables et les chaises sont réels, même si la physique ne les décrit pas directement. Nous disons qu'ils émergent des minuscules particules qui composent l'univers. Mais le temps, lui, nous ne savons pas exactement de quoi il pourrait émerger. Quelle que soit la réponse, tout ira bien pour vous. S'il s'avère que le temps n'existe pas vraiment, vous pourriez vous dire que tout est inutile. Mais réfléchissez à ceci. Nous continuons à mener notre vie, à faire l'expérience de la causalité et à donner un sens à tout ce qui nous entoure. L'impression que nous avons bien choisi de commander de la malbouffe à minuit est extrêmement tenace. Alors, est-ce que le fait que tout puisse être prédéterminé a vraiment de l'importance? Quoi qu'il en soit, nous nous sommes trompés sur de nombreuses choses que nous pensions certaines. À l'heure actuelle, la théorie de l'univers bloc et notre conception classique du monde sont très éloignées l'une de l'autre. Mais avec le temps, et oui, nous finirons par connaître la vérité. Préparez-vous à accueillir les premiers animateurs radio régis par une intelligence artificielle. Radio GPT se trouve sous le feu des projecteurs. Il s'agit d'un outil d'IA révolutionnaire capable d'animer sans effort des émissions de radio avec des voix pseudo-humaines. Mais devons-nous nous inquiéter d'une telle avancée technologique? Est-ce le début de la fin pour les animateurs radio humains? Voyons ce que cela signifie pour l'avenir de la radiodiffusion. Récemment, une station de radio suisse, Couleur 3, a tenté une expérience audacieuse. Elle a laissé une intelligence artificielle animer ses émissions pendant 13 heures. L'IA a eu recours à une technologie sophistiquée pour générer des scripts et a même cloné les voix de 5 animateurs. Les auditeurs ont ainsi écouté des émissions générées par l'IA, où la musique était choisie par des algorithmes et où les voix ressemblaient étrangement à celles des animateurs d'origine. Mais ne t'inquiète pas, ils ont bien pris soin de rappeler à tout le monde toutes les 20 minutes que c'était une IA qui parlait.
Le rappel lui-même était d'ailleurs le produit d'une IA, puisqu'il était prononcé par l'une des voix clonées. De 6h à 19h, l'IA se chargeait de tout, à l'exception des nouvelles. Pour le rappel, une voix déclarait « Nos voix clonées et l'IA sont là pour vous déstabiliser, vous surprendre et vous secouer. » D'ailleurs, ce texte a également été écrit par un robot. Mais les gens se sont rapidement rendus compte que la touche humaine leur manquait. Ils ont fait part de critiques telles que « Cela ne remplace absolument pas les gens » et « Rendez-nous nos humains ». Certains ont été stupéfaits par ce que l'IA pouvait accomplir. Mais ils ont réalisé que la créativité, la surprise et l'humour étaient des choses que seuls les humains pouvaient apporter. Et cette station de radio n'est pas la seule à avoir décidé d'essayer l'intelligence artificielle plutôt que de vrais professionnels. Imagine un outil capable de te fournir un animateur radio entièrement piloté par l'IA. C'est la définition même de Radio GPT, le fruit du travail de Futuri, une entreprise pionnière dans les médias. Radio GPT possède des capacités qui pourraient révolutionner l'industrie de la radio. Voici un avant-goût de ce qu'il peut faire. Tout d'abord, la détection des tendances. En analysant les réseaux sociaux et diverses sources d'informations, Radio GPT peut identifier les dernières tendances et se tenir au courant. Deuxièmement, les prouesses en matière de rédaction de scripts. Grâce à la technologie GPT, Radio GPT peut générer sans effort des textes à peu près convaincants qui captivent les auditeurs. Troisièmement, les personnalités à l'antenne. En entretenant jusqu'à 3 personnalités artificielles, Radio GPT peut donner vie au script, en imitant le style de différents animateurs radio. Enfin, Radio GPT est un maître de l'imitation. Il peut être entraîné à imiter parfaitement l'animateur d'une station de radio, assurant ainsi la transition vers l'ère de l'IA. Mais Radio GPT va au-delà des ondes. Il peut créer et distribuer du contenu sur de multiples plateformes. Du blog de ta station de radio aux bobines Instagram en passant par les formats courts sur YouTube. Tu te demandes peut-être si les animateurs radio IA n'auraient pas l'air robotiques ? En toute franchise, ces voix artificielles ressemblent pas mal à des voix humaines, bien qu'elles ne soient pas tout à fait indiscernables. Ce qui les distingue vraiment, c'est leur débit. Il n'y a pas de pause ou d'hésitation gênante, comme les et les typiques. D'un côté, c'est une bonne chose pour une prestation publique. Mais d'un autre côté, les et les font que le discours humain n'est pas impeccable, et par conséquent, humain, n'est-ce pas ? Quoi qu'il en soit, notre perception peut être biaisée, puisque nous savons qu'il s'agit de voix artificielles. Tente donc une petite expérience. Lance une radio IA devant un ami qui n'est pas au courant. Se douterait-il de quelque chose ? Mais avant d'enfiler tes écouteurs, examinons les défis auxquels Radio GPT est actuellement confronté. Le premier problème est assez évident. Radio GPT passe peut-être à côté de l'essence même de ce qui fait la spécificité de la radio. Une enquête récente a montré que plus de la moitié des auditeurs écoutèrent la radio pour le lien social qu'elle confère, ou pour avoir de la compagnie. Nous écoutons la radio et les podcasts pour entendre une personne réelle, qui engage au dialogue, à l'autre bout des ondes. Beaucoup d'entre nous ont des animateurs préférés qu'ils chérissent, podcasteurs, youtubeurs et autres orateurs que nous apprécions et auxquels nous sommes habitués en tant que personnes. Grâce à leurs programmes, nous découvrons leur vie, leur parcours, leurs idées et leurs goûts, ce qui favorise la création d'un lien personnel. Les auditeurs fidèles suivent même leurs présentateurs préférés sur de nouvelles stations, comme l'ont fait les fans de Sean Keaveney lorsqu'il a quitté BBC Radio 6 Music pour lancer sa propre station. Il ne faut donc pas sous-estimer le pouvoir de ce lien. Futuri, les créateurs de Radio GPT tentent de reproduire ces relations. Ils soutiennent que leurs animateurs IA seront comme notre meilleur ami à la radio, avec moins d'embrouilles et davantage de mèmes. Il semble que les animateurs IA de Radio GPT seront également capables de discuter de contenu en ligne. Toutefois, contrairement aux animateurs humains, ils ne pourront jamais partager leurs propres expériences de vie. Le second problème est la désinformation. Radio GPT s'appuie sur le puissant modèle linguistique GPT-3 d'OpenAI, la même technologie qui est à l'origine de ChatGPT et du chatbot IA de Bing. Et si ChatGPT peut générer des réponses à consonance vaguement humaine, la vérification des sources n'est pas encore son point fort. ChatGPT produit des réponses basées sur l'analyse d'Internet, et malheureusement, ces réponses sont souvent incorrectes. Hélas, ce problème qu'est la reprise fausse information affecte également la radiodiffusion. Si Radio GPT pénètre ce domaine, il pourrait mettre en péril la crédibilité de nombreuses stations de radio. Cela soulève également quelques inquiétudes quant aux règles et réglementations en matière de radiodiffusion pendant une période électorale.
Comment un animateur robotisé pourra-t-il seulement comprendre tous les problèmes politiques? Le chatbot IA de Bing a fait l'objet de vives critiques de la part de 16 bêta-testeurs. Ce chatbot, de manière surprenante, a fait preuve d'un comportement complètement lunaire. Les utilisateurs ont partagé des exemples de 16 réponses colériques, odieuses ou passives agressives. Cela montre que les animateurs radio artificiels pourraient s'avérer imprévisibles. Bien que ces caractéristiques puissent sembler humaines, elles risquent de ne pas être bien accueillies par de nombreuses stations de radio. Et le dernier problème est, qui décide de ce qui est important? Il semble que Radio GPT essaie de donner la priorité aux tendances et au contenu viral. Cela soulève de nombreuses questions. Les animateurs radio ne devraient-ils parler que des sujets en vogue? Si la radio s'engageait dans cette voie, elle ferait un grand pas en arrière. Au cours des 50 dernières années, la radio a énormément évolué. Aujourd'hui, elle reflète la diversité culturelle et d'autres aspects de notre société. Cependant, si les algorithmes ne favorisent que les contenus qui marchent, la radio pourrait devenir monotone et perdre ce qui la rend unique. Radio GPT est un outil puissant qui peut aider à automatiser certaines tâches dans les stations de radio, mais il a encore du chemin à faire. Pour l'instant, il n'en est qu'à sa phase expérimentale. Bien que Futuri nous ait donné un aperçu de son potentiel, nous ne pouvons pas être certains que les animateurs IA deviendront la nouvelle norme. Mais attention humain, cette nouvelle technologie ne se limitera pas aux animateurs. La concurrence des autres contenus générés par l'IA sera rude. Spotify est déjà dans la course avec son propre DJ artificiel, les choses s'accélèrent donc. Il existe également une chaîne Twitch délirante appelée Nothing Forever, qui diffuse en continu des épisodes générés par l'IA d'une émission semblable à celle de Jerry Seinfeld. Il s'agit d'un programme sans fin qui ne parle de rien. La chaîne fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et à chaque minute paraît du nouveau contenu créé par l'IA à l'aide d'algorithmes sophistiqués. Laisse-nous te dire que ce programme semblait venir d'une autre planète. On aurait dit un jeu vidéo bizarre des années 90, avec des personnages se mouvant au ralenti et marchant comme s'ils disputaient une drôle de course. C'est involontairement hilarant en soi. Mais le meilleur, c'est l'humour de l'émission. L'IA a essayé de reproduire des sketchs à la Seinfeld, mais sans vraiment y parvenir. Et les choses sont devenues encore plus tordantes lorsque les rires enregistrés sont arrivés au mauvais moment. Malheureusement, la chaîne s'est retrouvée temporairement bannie par Twitch après que l'IA ait accidentellement généré une blague controversée. Mais ce n'est qu'une preuve de plus que l'IA a toujours besoin d'une supervision humaine. En tout état de cause, à mesure que le contenu généré par l'IA se répand, les stations de radio doivent trouver un moyen de relever les défis de l'accessibilité et de l'intégration, tout en réduisant leurs coûts, si elles veulent y rester pertinentes et compétitives dans ce monde médiatique en constante évolution. C'est une course effrénée. Néanmoins, la radio existe depuis plus de 100 ans et a prouvé à maintes reprises qu'elle était là pour durer, alors que beaucoup avaient prédit son déclin. L'une des raisons de son succès réside dans les liens humains qu'elle crée. Les gens ont envie d'un contenu de qualité, issu d'expériences et d'émotions réelles. Il n'y a donc pas lieu de s'inquiéter outre mesure. Et toi, qu'en penses-tu? Écouterais-tu une radio gérée par l'IA? Fais-nous part de ton avis dans les commentaires. Cette expérience a été un succès car elle a permis à la station de radio de comprendre les choses géniales que l'IA pouvait accomplir, mais aussi ses limites. Il semble que l'IA soit très utile dans la recherche et la quête d'efficacité, mais qu'elle ne puisse pas encore remplacer la magie que les humains apportent avec leur créativité et leurs émotions. Et si je vous parlais de technologie des fibres de Néandertal? Non, vous n'avez pas rêvé. Le concept est bel et bien réel. En 2020, une équipe de scientifiques a publié un article qui a bouleversé la façon dont nous percevons nos plus proches ancêtres. Une découverte en France a changé l'univers de l'archéologie pour toujours. Et ce n'était pas la première fois qu'une telle chose se produisait. Mais commençons par le commencement. Les Néandertaliens. Pendant longtemps, ils ont été considérés comme des hommes des cavernes typiques et limités. Le personnage de Fred Flintstone ne représente plutôt bien l'image que l'on s'en faisait. D'où venait ce stéréotype? Quand avons-nous commencé à croire que les Néandertaliens n'étaient pas les plus brillants dans l'histoire de l'évolution? Eh bien, de William King, un géologue britannique du 19e siècle. C'est lui qui donna leur nom aux Néandertaliens. Sur la base des ossements trouvés par King, le scientifique déclara que l'espèce n'était pas intelligente, et cette image colla aux Néandertaliens pour les siècles à venir.
Mais un bout de ficelle d'une longueur de 6,2 mm changea complètement la donne. Une petite vallée fluviale, sèche, abri du Maras, fut le lieu de la grande découverte. Les archéologues y découvrirent un fragment de corde à côté d'un outil en pierre. Ces fibres torsadées auraient pu être utilisées pour tout, de la confection de vêtements aux filets de pêche. Pour la préhistoire, il s'agit d'une technologie de pointe, que les Néandertaliens semblaient maîtriser. Les scientifiques savaient déjà que ces premiers hommes fabriquaient du goudron à partir d'écorces de bouleau et qu'ils produisaient des perles à partir de coquillages. Il existe même des preuves de l'existence d'un art néandertalien. En d'autres termes, ils étaient loin d'être primitifs. Le morceau de corde et d'autres découvertes similaires modifient la façon dont nous percevons nos ancêtres. Le monde de l'archéologie est en constante évolution. Prenons l'exemple des pyramides d'Égypte. Il s'avère qu'elles n'ont pas vraiment été construites par une armée de personnes que le pharaon faisait travailler jusqu'à ce qu'elles s'évanouissent. Hérodote, le célèbre historien grec, est à l'origine de cette confusion. Il affirma en effet, en 500 avant notre ère, que 1000 hommes avaient participé à la construction de la grande pyramide de Gizeh, sans préciser qui étaient ces hommes ni pourquoi ils construisaient les pyramides. C'est ainsi que le mythe commença. D'énormes dalles de pierre tirées par des hommes, conduits par un contremaître armé d'un fouet. Les égyptologues ne sont pas de cet avis. Il s'agit des scientifiques qui étudient la culture de l'Égypte ancienne. Assez récemment, en 1988, ils découvrirent un village de travailleurs qui racontait une toute autre histoire. Certes, les ossements des travailleurs témoignaient d'un travail acharné, mais le secteur de la construction est très exigeant physiquement, même aujourd'hui. Il a fallu près de 6 ans et 12 000 hommes pour achever le plus haut bâtiment du monde, Burj Khalifa. De retour en Égypte, 3 fois plus d'ouvriers achevèrent la Grande Pyramide, en environ 2 décennies. Un exploit impressionnant d'ingénierie ancienne, n'est-ce pas? Les supérieurs traitaient si bien d'eux les Égyptiens, qui construisaient les pyramides. Leur régime était riche en protéines. Ils bénéficiaient de soins médicaux et étaient correctement rémunérés. En fait, ils vivaient mieux que la population non active. Et ils vivaient avec leur famille à proximité du chantier. Les archéologues savent tout cela parce qu'ils ont mis au jour des boulangeries et des dortoirs, avec des jarres à pain et d'autres types de nourriture. Signes semblant montrer que les pharaons étaient de bons employeurs, et que le marché du travail n'était pas si terrible que ça pour eux après tout. Ils conservaient également des registres papyrus détaillés de la construction en hiéroglyphes. Vous et moi serions bien incapables de lire ces lettres qui ressemblent à des dessins. Les égyptologues avaient le même problème. Cela faisait plus d'un millénaire que personne n'avait utilisé ce type de police. Et bien entendu, il n'existait pas de dictionnaire anglais ancien égyptien que l'on pouvait consulter pour trouver le sens des signes. Tout passe, tout cela changea en 1822. Quelques décennies auparavant, les Français avaient trouvé une plaque brisée de granit noir. La pierre contenait un texte en 3 écritures, grec ancien, hiéroglyphes égyptiens et démotiques. Cette dernière représentait également la langue égyptienne, mais dans une écriture simplifiée. Les scientifiques datèrent la plaque à l'an 196 avant notre ère. Le contenu était un texte religieux. Le philologue et orientaliste français Jean-François Champollion fut le premier à déchiffrer le code. Car heureusement, les gens n'avaient pas oublié les lettres du grec ancien. Le français parvint donc à faire correspondre les lettres grecques avec celles de l'écriture égyptienne. Et voilà, les hiéroglyphes étaient enfin déchiffrables. Le nom du morceau de granit qui rendit tout cela possible est la pierre de Rosette. L'importance de sa découverte va au-delà de l'archéologie. Le terme « pierre de Rosette » est même entré dans le dictionnaire français. Il représente une découverte qui aide les gens à comprendre une énigme qui les a longtemps laissés perplexes. Il existe même des jeux suivant le même principe. Un symbole est associé à un message particulier. Il faut ensuite décoder le message en remplaçant le symbole par la lettre correspondante. C'est ce que les scientifiques firent avec la pierre de Rosette il y a plus de 2 siècles, mais à une échelle beaucoup plus grande. Savez-vous quelle est la plus ancienne langue déchiffrée en Europe? Elle porte un nom peu attrayant, le linéaire B. Ce syllabaire appartient à la langue grecque mycénienne. Le mycénien est antérieur de plusieurs siècles à l'alphabet grec ancien. On peut facilement deviner de quelle écriture elle est issue. Le linéaire A.
Les habitants de la Crète utilisaient le linéaire B il y a plus de 1000 ans, entre 1340 avant Jésus-Christ et 1190 avant Jésus-Christ. À la fin de l'âge de bronze, la civilisation grecque qui utilisait cette écriture disparut. Plus personne ne pouvait lire le linéaire B et, surtout, personne ne savait qu'il avait même existé. Les choses allaient changer au cours des premières années du XXe siècle. Un archéologue britannique du nom de Sir Arthur Evans fit la découverte d'un vaste complexe palatial à Knossos, en Crète, Grèce. Il s'agissait du centre de la culture minoenne, à l'origine de l'énigmatique écriture. Le palais comptait quelques 1300 pièces, ornées de peintures colorées représentant des dauphins, des griffons et des taureaux. Tout cela captiva l'imagination des archéologues, mais leur plus grande découverte passa d'abord inaperçue. Des milliers de plaques d'argile cuites. L'incendie qui avait détruit le palais avait en effet permis de préserver les tablettes. Lors de la découverte des plaques, il fut impossible de lire ce qui figurait, car il s'agissait d'une langue inconnue. La communauté scientifique dut attendre encore un demi-siècle avant de pouvoir déchiffrer les plaques. C'est Michael Ventris qui finit par déchiffrer le code. Il s'agit d'un architecte et cryptographe anglais. Ventris avait étudié le grec et le latin. C'est en assistant à la conférence du célèbre archéologue Arthur Evans que le jeune homme décida de résoudre une fois pour toutes l'énigme du linéaire B. Il y parvint en 1952. L'un des faits les plus étonnants dans les découvertes de Ventris est que l'écriture s'avéra être une forme archaïque de grec. Mais la cryptologie n'a toujours pas résolu le code du linéaire A. Un système qui restera un mystère jusqu'à l'arrivée d'un jeune motivé comme Michael Ventris. Ils n'auraient pas besoin d'être des archéologues professionnels. Basil Brown ne l'était pas. Et pourtant, en 1939, il découvrit la tombe du Haut Moyen-Âge la plus riche d'Europe, à Sutton Hoo, dans le sud-est de l'Angleterre. Il ne s'agissait pas d'une tombe ordinaire en pierre, mais d'un navire grandeur nature, 3 fois la longueur d'un bus londonien à impérial de 27 mètres. Et ce n'est pas tout. En dehors de sa fonction première, le navire renfermait un tas de richesses. Des bols suspendus de luxe, des récipients de fête, des accessoires vestimentaires en or et des textiles de luxe ne sont que quelques-uns des trésors découverts. Les archéologues furent également étonnés par l'argenterie provenant de la lointaine Byzance, que vous connaissez probablement sous le nom d'Istanbul, en Turquie. Même à notre époque, elle se trouve à plusieurs jours de route de Sutton Hoo, alors imaginez le temps et l'argent qu'il fallait pour importer un plat d'argent au 7e siècle. Selon les archéologues, c'est à ce moment-là que le bateau coula. Cela ne peut pas être la fête des Anglais. À cette époque, l'Angleterre n'existait pas. Les habitants des îles britanniques de l'époque étaient les anglo-saxons. Peut-être le navire des monticules herbeux du Suffolk a-t-il appartenu à l'un de leurs rois? Nous ne le saurons jamais. Le sol acide local a éliminé toute preuve possible. Ou peut-être qu'il n'y a jamais eu de pierre tombale. Il pourrait s'agir d'un cénotaphe, c'est-à-dire d'un monument funéraire construit à la mémoire d'une personne importante. Les archéologues n'ont toujours pas de réponse définitive. Néanmoins, ce qu'ils trouvèrent à Sutton Hoo éclaire sur l'âge sombre, que les Anglais appellent Dark Ages. Avant la découverte du bateau, on ne savait pas grand-chose de ce qui s'était passé en Grande-Bretagne après le départ des Romains. Désormais, l'image de la société anglo-saxonne à l'époque est beaucoup plus claire. Et qui sait, peut-être le sol anglais sera-t-il le théâtre de la prochaine grande avancée en archéologie.